Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1. Meilleurs vœux à tous les auditrices, à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Et cette année 2025, on a décidé de la placer sous le signe des racines, puisque, comme vous le savez, votre serviteur est d'origine grenobloise. Et donc, pour commencer cette année 2025, eh bien, nous accueillons un grenoblois, Steve Daniel, le président et le fondateur de la société Memo Club. Bonjour Steve. Bonjour, meilleurs vœux également à tout le monde. Santé, santé, santé pour 2025. Exactement, de l'audace, comme disait notre révolutionnaire français Danton. Et espérons que ce que nous souhaite Steve sera de meilleur augure que Danton. En tout cas, pour cette émission, l'idée est d'échanger avec Steve sur sa société Memo Club et sur son parcours d'entrepreneur. Alors, je parle depuis ce début, depuis quelques secondes et depuis quelques minutes de Memo Club. Mais Steve, Memo Club, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors Memo Club, c'est une société qui est spécialisée dans le textile et l'objet publicitaire. Alors bien sûr que on le vit tous les jours, l'objet et le textile dans notre quotidien. On a tous un stylo entre les mains, on aura tous un carnet, des documents, un t-shirt, une casquette. Et donc c'est un métier très peu connu, pourtant on est 2500 sur le plan national. Memo, c'est une société que j'ai créée en septembre 87. On a déposé les statuts en février 88 et on va donc arriver à nos 37 ans. Sur la partie, si je développe sur Bien les sûr. produits, la partie textile va regrouper des produits qui seront sur stock, que l'on va donc personnalisé par différentes techniques d'impression, sérigraphie, transfert, sublimation et surtout la broderie. Et 20% qui seront des fabrications spéciales. Un client vient à Memo, nous dit voilà, j'ai le tel cahier des charges, très souvent dans le pays, dans le vêtement de travail, on veut développer ce type de pantalon, ce type de veste, et à partir de là, on va le fabriquer pour le client, du début jusqu'à la fin. Et on aura exactement le même principe pour l'objet, où on aura des produits qui sont déjà existants. Mais le plus basique, vous le connaissez tous, c'est l'écriture, et où on va donc apposer le logo du client sur ce produit. Et après, pareil, s'il ne trouve pas son bonheur dans un stylo spécifique ou dans un produit spécifique, on va lui fabriquer sur mesure. Alors, comment on se retrouve, Steve, à lancer une société en 87 dans ce secteur d'activité ? Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans cette production de textiles, d'objets, d'accessoires à destination, plutôt publicitaire ? Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans ce secteur d'activité, du coup ? Déjà, ce qu'il faut, c'est déjà aimer le produit. Et moi, j'avais la chance d'avoir un oncle qui travaillait chez Johnny Walker. Et on se rappelle tous de ces fameuses figurines, de ces personnages magiques là de Johnny Walker qu'on retrouve encore dans certains établissements. Et quand j'étais gamin et que j'allais dans son garage, je rêvais de voir tous ces produits, de tous ces objets publicitaires. Donc j'avais déjà cette envie d'obtenir ce type de produit. Et quand je suis rentré en septembre 87 dans une imprimerie, au départ, on était parti à vendre un produit qui s'appelait le Memo Club et qui était un produit qui était fait pour faire gagner de l'argent au milieu associatif et au milieu sportif. Et j'ai eu la chance dans ma vie, et on a été quelques-uns comme ça, d'être des premiers de cordée et de créer un mouvement d'un produit qu'on a tous connu, qui a été le phénomène Pins. Et donc, à partir de là, cette société qui était vouée à l'édition sportive, avec des supports publicitaires, est devenue cannibalisée par un seul produit qui est devenu le Pins, qui est sorti dans les années 90, qui a eu son apogée pas loin d'ici avec les Jeux Olympiques d'Albertville et qui a terminé de sa belle vie en 95. Et là, on a eu une montée en puissance exponentielle d'une société. En l'espace de 3 mois, on avait 70 commandes par jour. Le plus dur, c'était pas de trouver des clients, c'était se faire fabriquer, livrer en temps et en heure.
Et on s'est retrouvé, petite structure qu'on était, en un week-end à déménager, trouver des nouveaux locaux, se staffer, avoir des compétences et de pouvoir répondre à cette demande de folie qu'on a vécue. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un client, par exemple, imaginons que je sois une banque, un club sportif, et que effectivement j'ai envie de faire ma publicité, de faire connaître ma marque, mon savoir-faire, et donc ça commence effectivement par des petits objets que je pourrais distribuer, des tasses, des stylos, des t-shirts à mes clients et à mes fournisseurs. Qu'est-ce qui fait qu'un client, selon toi, vient aujourd'hui et choisit Memo Club fait confiance à Memo Club pour quelque part quelque chose de très important pour lui, parce que tu vas être responsable par la qualité des produits que tu vas réaliser, de l'image de marque de cette entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils te choisissent du coup et qu'ils te donnent cette responsabilité? Dans ce métier qui paraît futile vu de l'extérieur, je pense que tous tes auditeurs vont se dire mais qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce que c'est ça? Un produit, un objet pub. Quel intérêt d'un objet pub? Mais c'est un produit qui est hyper complexe. On a déjà 2 épées de Damoclès qui sont terribles. C'est-à-dire que la plupart du temps, un client, quand il va choisir Memo Club, il va vouloir être sûr du coup au niveau de son délai. Là, par exemple, on a le CES à Las Vegas. Vous imaginez bien que toutes les startups qui sont parties à Las Vegas et qui avaient besoin d'être habillées, d'avoir des goodies justement pour distribuer sur le pavillon Rhône-Alpes qu'il y a à Las Vegas, si tu leur livres après le CES de Las Vegas, ils vont t'en vouloir à mort. Si de l'autre côté... on n'a pas envie qu'un Grenoblois nous enveuille à mort. Hein, on est bien d'accord, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Non, bien entendu, on rigole. Mais évidemment, il y a des enjeux économiques qui sont très clairs. La logistique et le respect des délais est très clair. Et après, deuxième épée de Damoclès, imaginons qu'à Radio Grand Lac, j'oublie de mettre le R à Grand Lac. Là, tout est foutu. Pareil. On a un énorme problème, c'est que le client va pas accepter cette marchandise. Cette marchandise ne va servir à personne d'autre, parce que je connais personne qui va s'appeler Radio Grand Lac. Donc, on a un process de fabrication, une rigueur qui doit être quasi militaire chez nous, parce que on n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur, c'est la benne. Et donc, une perte sèche de marge et de chiffre d'affaires. D'accord, donc ce que vient chercher aujourd'hui un client chez Memo Club, c'est un respect des délais, parce qu'une très bonne compréhension de l'importance de ce timing dans le business, et puis une exécution irréprochable, parce qu'encore une fois, en bon chef d'entreprise depuis 37 ans, eh bien tu sais très bien que un mauvais objet, c'est une perte immédiate et puis également future pour ta réputation. Ouais. Ça c'est pareil, la même chose. On a donc à la fois le délai, le fait que la charte graphique du client soit respectée, mais bien sûr, le plus important, c'est pas d'avoir une politique de terre brûlée. Vous imaginez bien qu'en 37 ans, si j'avais fait une politique de terre brûlée, une politique de one shot, on serait mort. Donc, systématiquement, notre métier, c'est le conseil. C'est de dire, par exemple, un produit comme un parapluie, si le client te dit j'ai 6 € pour un parapluie, tu vas lui trouver un parapluie à 6 €. Mais tu sais que derrière, il va oublier qu'il t'a demandé 6 €. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais c'est quoi cette entre parenthèses, cette merde que tu m'as vendue? Ce parapluie, dès qu'on l'ouvre, il casse. Et il va oublier la transaction où il aura été dur avec toi. Donc, c'est notre rôle de lui dire, au lieu d'en faire 100, fais-en 50, mais fais quelque chose qui va tourner la route. Parce que, automatiquement, si tu vends un produit qui a une durée de vie minime, ça n'a aucun intérêt, parce que n'oublions pas, et c'est notre slogan, votre nom devient une marque. C'est-à-dire que tu vas mettre ton nom sur un produit, et ce produit deviendra un produit identifié à ta société, à ta structure. Alors, Memo Club, c'est effectivement ces objets, ces vêtements publicitaires. Est-ce que dans les possibilités qui sont offertes, il y a des choses que tu ne fais pas ou que tu ne veux pas faire? Par exemple, je sais pas, des coques de téléphone portable, des vêtements particuliers, ou est-ce que quelque part tu t'es prêt à travailler sur n'importe quel type d'objet à partir du moment où le client est ouvert à tes conseils, parce qu'on comprend bien que c'est important les conseils et l'expérience. Oui, alors les produits alors moi contrairement, on me le reproche souvent, je dis rarement non. J'adore le challenge, j'adore le fait de créer un produit. Là, on a développé par exemple un produit qui est sur
alors qui va servir au ministère de la Jeunesse et des Sports et qui va être un jeu sur la lalicité. C'est un vaste sujet. Et ce produit, on est parti de croquis et on a livré cette semaine le premier prototype. Donc là, j'aurais pu dire, quand la personne est venue me voir pour la première fois, Steve, voilà, on voudrait ça, il me faut tant de questions, tant de réponses, il nous faut... Le cahier des charges était énorme par rapport à une facturation qui était à moins de 1 000 euros. Donc, on avait une phase de prototypage qui était énorme. Mais si le produit marche et le produit aboutit, on va avoir une fierté et une joie. Moi, j'ai encore énormément de joie d'aller dans l'atelier et de découvrir et d'avoir la passion pour voir un produit qui est magnifique, que j'adore. Je m'ennuie jamais. Et j'ai toujours le même émerveillement que j'avais quand j'avais 25 ans, quand j'ai créé Memo Club. Ok, très clair. Et donc du coup, pour bien comprendre, on est d'accord que c'est un jeu de société, hein, ouais. Ce que t'as demandé le gouvernement français ou en tout cas l'État français. Et donc ton éventail va du stylo à la veste que tu portes. Là, les auditeurs peuvent pas le voir, et auditrices, mais tu portes une très jolie veste coupée, au porte-clés et également au jeu de société. Donc effectivement, tu es capable de couvrir tous les objets. Là, par exemple, c'est pareil. On développe un support qui est un chien qui est dans les forces spéciales. Et ils ont un souci avec les chiens parce que le chien souffre énormément sur les stands de tir en entraînement, et ils sont en train de réaliser un facsimilé de chien en mousse et qui va pouvoir donner l'impression, parce que c'est très compliqué de tirer a priori avec quelque chose en laisse, on peut le comprendre, et donc on est en train de réaliser un prototype pour justement que plus tard, on ait ce type de produit lors des phases d'entraînement de ces forces spéciales. Donc, c'est vrai que notre terrain est très vaste. Par exemple, on a dans nos clients l'ONF. L'ONF, quand on leur fait les produits de ce qu'on appelle le pays, ils ont des dotations, chaque ouvrier a son paquetage, et on va aller de la chaussette au pantalon anti-coupure. Vous imaginez bien qu'un pantalon d'élagage, si jamais la chaîne doit s'enrayer dedans pour couper, là on rigole pas. On est loin de l'objet publicitaire à 30 centimes. Ce qui fait vraiment la richesse de notre job et notre métier, c'est qu'on a tous les cas de figure possibles. Ok, on comprend bien que ce qui te fait vibrer dans ton métier, là, c'est cette réponse à un besoin client avec finalement un univers que tu veux et que tes équipes veulent infini, hein, puisque à partir du moment où tu acceptes tous les challenges, tu les veux assez infini. Et là, dans ton exemple du pantalon d'élagage pour l'ONF, c'est qu'on comprend qu'il faut trouver un pantalon qui soit suffisamment résistant pour protéger d'une éventuelle coupure de tronçonneuse, ce qui ne doit pas être évident quand même. Non. J'ai jamais testé, mais je veux pas le tester. Ok. Alors c'est vrai qu'on se pose naturellement une question sur ton activité. Alors tu parlais d'atelier tout à l'heure, mais on comprend que de par les charges sociales et de par la concurrence, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir produire en France. Et en même temps que de l'autre côté, pour toi, il y a un juste milieu à trouver entre le prix de revient, qui va être finalement le coût, plus ta marge, qui va être le coût que tu vas facturer au client, et en même temps la nécessité d'avoir une vraie qualité dans ce qui est produit. Comment tu fais aujourd'hui pour, par exemple, cette jolie veste que tu as sur toi, ou ce chien en mousse qui doit être qualitatif et vraiment bien représentatif, où c'est que tu vas produire ces éléments-là, et comment tu vas faire justement pour trouver le juste milieu entre le coût et en même temps la qualité irréprochable, parce que finalement, mon nom, ça va devenir une marque. Alors ce cahier des charges, il est très souvent lié. Alors moi qui suis issu d'une famille qui avait une manufacture, à l'époque on a parlé de manufacture, et Dieu sait si le terme est joli, manufacture de vêtements, qui a cru, rappelons-nous, c'était une société qui s'appelait Eralp, type comme vous connaissez ici, Fusalp, toutes ces marques prestigieuses qu'on a tous eues dans la région, que ce soit les Moncler, les Fusalp, et ainsi de suite. Et on a fait mourir l'industrie textile Rhône-Alpes dans les années 90.
Maintenant, revirement de situation, tout le monde veut du Made in Rhône-Alpes, Made in Isère, Made in Savoie. Voilà, sauf que tu montes pas du jour au lendemain des ateliers de production comme ça. Et de l'autre côté, entre le cahier des charges du client qui te dit « mais moi je veux du Made in France et je veux plus de produits qui viennent de Chine ou d'Asie ou de n'importe où », sauf que malheureusement, la plupart du temps, le client, il a pas le budget qui correspond au support. Le différentiel se fait de moins en moins. C'est-à-dire que, par chance, les sites de production maintenant en France commencent à devenir de plus en plus performants. Pourquoi? Parce qu'il y en a de plus en plus, que la matière première commence à redescendre, que l'énergie, comme vous le voyez, aussi. Donc, le ratio production française va pouvoir repartir. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Après, on va tomber sur des produits qui seront donc bien sûr éco-responsables. Donc là, pareil, dans le cahier des charges, le client va nous dire voilà ce que l'on veut. Donc, pour répondre à ta question, on va prendre le meilleur de chacun. Le meilleur de chacun à la fois sur la production et à la fois sur ton client. Parce que moi, combien d'histoires elles partent avec un cahier des charges qui au final se termine avec complètement autre chose. Parce que comme un client, comme n'importe quelle personne, je rêve d'avoir une maison au bord du lac d'Aix-les-Bains à 500 000 euros. Bon, ben, j'ai beau rêver, je ne trouverai jamais. Donc, à un moment, il faut apporter le ratio entre ce que le client désire, son rêve et la réalité. Ok, bah écoute, très très clair. On comprend finalement que ton expérience de 37 ans dans ce métier-là t'amène à avoir le carnet d'adresses et le réseau pour trouver au bon endroit où c'est que c'est le plus judicieux de produire, tout en confrontant finalement le client à sa réalité et à la possibilité d'effectuer son projet dans les conditions qu'il souhaite. On va se retrouver à faire une petite pause musicale et on va se retrouver après, Steve, et on va parler encore de Memo Club parce que il y a des choses à se dire qu'on s'est pas encore dit, et puis on reviendra sur ton expérience de chef d'entreprise. Si aujourd'hui 37 ans, milieu de carrière, hein, j'ai envie de dire, qu'est-ce que t'as bien fait, qu'est-ce que t'aurais aimé faire différemment, et un peu les perspectives de développement et les conseils que tu pourrais donner aux jeunes chefs d'entreprise qui nous écoutent, tout simplement tes pairs qui auraient envie d'écouter ton expérience. Allez, on vous dit à tout à l'heure avec Steve. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1, on est toujours avec Steve Daniel, président fondateur de Memo Club. On a échangé dans cette première partie d'émission sur l'activité de Memo Club, la production et la commercialisation d'objets à destination publicitaire. Votre nom va devenir une marque, c'est l'engagement de Steve, une qualité de conseil, une qualité d'exécution irréprochable, et on tient les délais pour tenir compte de vos contraintes économiques. C'est ça l'un des engagements de Memo Club, Steve. Exactement. Après, le deuxième grand sujet, bien sûr, au niveau de quand tu gères une société, c'est de trouver des clients. Et donc là, on a parlé de la partie production, en sachant que on a également une structure qui est une structure jumelle qui s'appelle Cédigraphe, qui lui gère que la partie production, mais qui fait partie du même giron. Mais si tu as des producteurs et que t'as pas de clients, eh ben c'est la même chose. Quand j'ai commencé Memo Club, pour donner une situation, on avait un stylo et on avait un t-shirt qui était un t-shirt américain d'une marque qui s'appelait la marque Hens. Donc maintenant, à aujourd'hui, la partie production, elle est là, mais il faut trouver le client. Et quand tu montes une boîte et que tu as 25 ans comme j'avais, eh ben comment faire? T'as pas de réseau, tu as rien. Et donc, comme j'étais un ancien sportif où j'ai beaucoup tourné dans différents sports, le rugby et le ski, j'ai tout de suite cru à partager des plaisirs en commun. Et à l'époque, le réseau n'existait encore pas. Enfin, les réseaux existaient, mais les réseaux sportifs étaient vraiment au balbutiement. Pourquoi? Parce que quand t'allais voir un match, le mec il disait ouais, on sait ce que tu fais, mais on s'en fout. Nous on est là pour boire des canons, on est là pour oublier nos emmerdes, on est avec nos potes. Et bon, allez, t'es bien gentil, mais t'avais vraiment l'impression d'être un camelot et d'être un vendeur, voilà, où tu sortais ta pauvre carte de visite, mais il y avait rien en face, rien.
Et à aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est là où on peut aussi dire qu'on a été des premiers de cordée dans différents réseaux, en tout cas sur la région grenobloise, c'est qu'on a mis en place des réseaux qui tournaient autour du plaisir. Et le plaisir, le sport. Donc on a monté ça, bien sûr, autour du rugby. Et à aujourd'hui, je connais pas un seul club sportif qui va te vendre une prestation quand on ramène le ratio à un repas où on va payer entre 150 à 250 euros hors taxe une place avec une prestation dans des salons. Bah, c'est pas ce qu'on va manger dans l'assiette qui va faire ce prix-là. C'est parce que de l'autre côté, on va te permettre de rencontrer des gens, de faire partie d'une famille. Et ces réseaux-là n'ont lieu que si tu as un plaisir à la fois évoluer et être dans ce milieu-là, aimer le sport que tu vas sponsoriser. Mais dès le début, même au club, j'ai énormément cru au partenariat sportif. Donc alors c'est intéressant parce qu'il y a vraiment 2 points à relever dans ce que tu dis. Alors la première petite parenthèse, mais qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce qui fait que les clubs de sport, football, basket, rugby, qu'est-ce qui fait qu'ils ont évolué justement vers cette considération du business selon toi? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de on se retrouve entre copains à boire des bières et à se taper sur le dos à on se retrouve entre chefs d'entreprise qui allons partager des emmerdes, des bons moments et puis quelque part des petites astuces pour réussir et même s'entraider pour faire du business. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Le changement, c'est simplement l'argent et c'est terrible d'être maintenant dirigeant de n'importe quelle structure sportive, que ce soit de la plus grande à la plus grande, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. C'est qu'à maintenant c'est terrible parce que l'équation n'est pas bonne. Tu as très peu de spectateurs, enfin les jauges sont faibles, pas très grandes. De l'autre côté, tu as des joueurs qui veulent de plus en plus d'argent et des partenaires qui veulent des prestations à la hauteur. Donc à un moment, qu'est-ce qui a fait que les réseaux sont arrivés et sont devenus aussi importants? C'est que les collectivités territoriales ou locales ayant de moins en moins d'argent, ne pouvant plus aider les clubs de sport, les clubs de sport ont été obligés de se retourner à trouver d'autres sources de profit. Et c'est comme ça que le partenariat sportif a pris autant d'ampleur. À aujourd'hui, aucun club ne serait capable de s'auto-subventionner sans avoir de partenaires. Sauf que des partenaires, quand tu es dans une ville de n'importe quelle moyenne importance, tu vas te retrouver avec un club de foot, un club de rugby, un club de basket, et malheureusement le camembert, c'est toujours le même, c'est-à-dire que tu vas aller taper toujours les mêmes personnes et tu vas te retrouver à un moment où ça va être compliqué. Et je pense qu'on est au bout du système du milieu sportif à aujourd'hui. Je vois pas la solution. Alors on a eu la solution du fonds de dotation qui a permis par le biais de défiscalisation d'aider aussi les clubs de sport. Mais là aussi, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les fonds de dotation vont arriver au bout et que les fameuses ventes aux enchères d'acheter le maillot de n'importe quel joueur, ça va arriver aussi à un moment où le gars, une fois qu'il aura ses 10 maillots dans son bureau, il n'en voit pas un 11e. Donc là aussi, il va falloir vraiment se renouveler dans le partenariat sportif. On a le cas à Grenoble avec aussi le hockey, où le hockey, on sait qu'ils se calent de plus en plus sur un show, c'est-à-dire que même le mec qui aime pas le hockey, il va aller voir ce sport parce que de l'autre côté, il va passer un bon moment, il va aller voir un spectacle. Mais on sort de l'essence pure de nos gènes, qui est d'aimer le sport qu'on va aller voir. C'est intéressant c'est vrai que cette évolution du sport qui fait que à partir du moment où on passe dans le sport business, il est nécessaire pour les clubs aussi face probablement à la baisse des budgets des différentes collectivités territoriales, mais d'aller chercher cette rémunération et ces budgets ailleurs et d'offrir quelque chose d'un petit peu plus centré sur le business et sur le rapprochement, sur le partage d'expériences entre les chefs d'entreprise. Alors on comprend bien que dans tes partenaires, du coup, dans tes clients partenaires,
C'est intéressant parce que c'est pas des clients, c'est des partenaires, ce qui traduit bien ta volonté de construire des relations avec tes interlocuteurs et tes clients. Si on devait, parce qu'en imaginant qu'il y a certainement des futurs clients qui t'écoutent à la radio, si tu devais leur donner quelques références, quelques personnes avec qui tu travailles aujourd'hui, tes partenaires, c'est qui du coup? Qui c'est qui fait confiance à Memo Club pour ses objets publicitaires? Vraiment, sur Memo Club, on va travailler du petit artisan. Là hier, j'ai un artisan qui est venu, qui est carreleur, qui a besoin de 8 pantalons et d'une vingtaine de pièces en textile. Et je vais et je suis sur le groupe et je travaille pour le groupe Vinci. Si on reste dans cette partie bâtiment, donc vraiment nous on a une chance inouïe, c'est d'avoir à la fois des tout petits clients, des comptes régionaux et des comptes nationaux. Et ça c'est une force parce que depuis 87, vous imaginez toutes les crises qu'on a pris. Bien sûr, la plus forte de notre job, ça a été le Covid. Le Covid, j'avais des marchandises entières et des palettes entières qui arrivaient sur des événements qui n'allaient pas exister. La détresse où je me suis trouvé pendant cette période, comme beaucoup de chefs d'entreprise, elle était terrible. Donc, on a systématiquement une chance, c'est que dans ce beau pays qu'est la France, en ce moment on parle de la crise du bâtiment, mais on est dans une région de ski. Vous avez tous bien vu que aujourd'hui les réservations sont au plus haut et que aujourd'hui, si tu veux vendre tes produits, si tu veux avoir n'importe quelle société d'intérim ou un promoteur immobilier, ça va être compliqué. Même si t'aimes, le pauvre, il aura pas de moyens. Alors, par contre, si tu vas avoir aujourd'hui une station de ski, tu auras sans doute plus de chances de faire du business. Donc, dans notre métier, on doit s'adapter chaque fois, l'adaptabilité, chaque fois, et trouver le secteur qui porte. On a cette faiblesse, et à la fois notre plus gros atout, c'est de ne pas être spécialisé dans une sorte de cible commerciale. Et ça nous a toujours sauvé. Alors bien sûr, par contre, quand je suis en face d'un gars qui est spécialisé, par exemple, qui va faire que les offices du tourisme de montagne, mais qu'il est redoutable, parce que c'est une machine de guerre, il fait que ça. Mais de l'autre côté, si le pauvre il tombe sur une saison blanche, il est mort. Donc c'est pour ça qu'on doit, nous, toujours être caméléons, sans arrêt changer de couleur par rapport à la situation qui se présente sur le plan économique. Et Dieu sait si des crises, on en vit, et on va sans doute en vivre encore. Bon, quelqu'un qui commercialise avec un office de tourisme en montagne et qui tombe sur une saison blanche, c'est presque une petite blague entre eux. C'est très clair, Steve. On comprend qu'en fait aujourd'hui, n'importe qui a envie d'avoir son nom sur des objets publicitaires peut venir te voir et bénéficiera de ton expérience et de ton savoir-faire sur finalement des clients assez variés, ce qui te permet probablement aussi de régler par l'expérience et par la pratique différents types de problèmes. Alors comme tu l'as dit, 37 ans à la tête de Memo Club, avec des crises que tu as vécues, aussi des vraies problématiques, celle de créer une entreprise, celle de la développer. Avec du recul, si tu avais dû faire les choses un petit peu différemment sur certains sujets, qu'est-ce que ça aurait été ? Si tu avais dû, par exemple, au moment où tu as lancé Memo Club, pour le développement commercial, pour l'acquisition des premiers clients, ou pour d'autres sujets, qu'est-ce que tu aurais fait de différent ? Le vrai sujet dans des petites structures comme les nôtres, c'est que on va commencer la journée parce que un camion est arrivé plus tôt que prévu et tu vas décharger une palette, et de l'autre côté tu vas traiter un encours financier avec un banquier, de l'autre côté tu vas avoir un très gros rendez-vous, toutes les 30 secondes tu vas changer. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est de se staffer. Sauf que quand t'as pas de sous, se staffer, c'est compliqué, parce que déjà, tu commences et t'arrives déjà pas à te sortir un salaire. Quand tu vas avoir des clients, tu dépenses de l'argent, parce que mes premiers pas, j'avais ma petite R5 GTL rouge, et tu te retrouvais chaque fois que tu passais un péage, tu pleurais, tu faisais le plein, tu pleurais, parce que tu n'avais pas de rentrée d'argent, tu ne faisais que dépenser. Mais la première des choses à faire, c'est tout de suite s'entourer et d'être staffé. Ce qui fait que toi, de ton côté, tu vas pouvoir tout le temps être dans la recherche et le développement de ta structure.
et pas subir. Et toujours avoir un temps d'avance sur les autres. Parce que quand tu es pas staffé, eh ben automatiquement, tu vas tout le temps subir et tu vas dégager trop peu de temps pour voir la suite et d'avoir de l'avance sur ta concurrence. Est-ce qu'il y a 37 ans, quand t'as commencé l'activité, tu voyais Memo Club au stade où il en est aujourd'hui? Est-ce que t'imaginais Memo Club 37 ans après comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise de référence dans le domaine en France, à Grenoble et au niveau national, avec une réputation qui est plus à faire, des partenaires qui ont confiance en toi. D'ailleurs, c'est un de tes partenaires qui nous a présenté, donc c'est preuve que justement il te porte en haute estime. Est-ce que tu imaginais le développement comme ça, ou est-ce que tu voyais les choses autrement? Non, parce que si on reprend le début de l'interview, on voit qu'on part comme une fusée, et cette fusée en 95, elle s'écroule en 95 parce que on est sur un produit qui est un produit de première nécessité, parce que aucun staff commercial ne pouvait ne pas avoir de pins, et donc on se retrouve avec des clients qui au bout d'un moment sont agacés de ton succès et de ta notoriété et le fait de gagner de l'argent. Et donc le client en 95, il te regarde, il te dit bon, maintenant Steve, c'est quoi qui remplace le pins? Et là t'as rien, t'as des malheureuses magnettes, rien. Et là tu te dis comment on va faire. Alors heureusement on a une chance incroyable, c'est que on s'est tellement agité pendant ces périodes-là que des grandes majors comme des grosses marques connues du grand public, si on parle de l'écriture comme Bic, se disent tiens, c'est qui ces petits mecs là qui bougent là, qui essayent de vendre leurs produits et de marquer des stylos. Si on s'intéressait à eux, si on s'occupait et si on allait voir leur circuit de distribution. Et c'est comme ça que le socle de notre job est arrivé et que maintenant on peut dire qu'on a les fondations de ce métier où les marques utilisent. Alors, on est très proche du réseau automobile d'ailleurs. Je trouve que notre métier est très proche de ça. C'est-à-dire que quand Renault va essayer de s'implanter avec un réseau sur place, nous c'est exactement la même chose. Moi, par exemple, si je dois travailler en Bretagne, c'est pas Memo Club en direct qui va aller bosser en Bretagne. Dans notre circuit de commercialisation, on a le client en direct, mais on a aussi notre circuit de distributeur. Parce que le gars qui est sur place, il aura lui-même un tissu relationnel que moi je n'ai pas là où il se le trouve. D'accord. Non, c'est très intéressant. Donc tu voyais les choses un petit peu différemment et tu l'imaginais pas à ce niveau-là, mais finalement tu as saisi un peu les opportunités et tu as rebondi à chaque fois en t'adaptant par rapport à ce qui se passait. Ouais. Les crises majeures, on l'a eu 95 par exemple, on n'a pas pu terminer. Heureusement, on n'était pas sur également un conseil que je donne à tout nouveau entrepreneur, c'est pas de se mettre sur un exercice civil au départ, sur une année civile. Ça te permet des fois moi j'ai pu faire un exercice après à 18 mois. Quand tu te recales sur un exercice civil, ça te permet de prendre de l'air. Et des fois, en 6 mois, de récupérer une situation qui est des fois compliquée. Donc ça, c'est également un conseil que je donnerais à n'importe quel entrepreneur. Mais il est clair que la crise de 95, la crise de 2008 et bien sûr le Covid, ça a été monstrueux. Et chaque fois, j'étais des fois assis par terre dans l'atelier et la tête entre les mains et je me disais comment je vais faire. Je me suis dit comment on va s'en sortir. Et aujourd'hui, en janvier 2025, c'est magique d'être là et d'avoir supporté ce choc du Covid. En plus, nous, on a eu très 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 peu aidé parce qu'on n'avait pas de fermeture administrative, donc on s'est débrouillé tout seul. On a vraiment, on peut dire qu'on peut être fier de nous parce que on s'en est sorti tout seul. Donc voilà, quand j'ai fêté mes 10 ans, j'étais fier, mes 20 ans extraordinaires, mes 30 ans c'était inespéré, mes 35 encore plus, et là je vais allègrement vers mes 40. Donc oui, c'est énorme cette histoire. Pour répondre à ta question, jamais je pensais avoir une société, créer une boîte et de la manager et d'être encore derrière au bout de 37 ans. Alors après, j'ai une chance inouïe et également un conseil, et Dieu sait si ça des personnes peuvent se dire mais pourquoi je suis pas d'accord avec lui. Dans la situation qui est toujours très compliquée des ressources humaines,
Donc, ce sujet, bien sûr que de pérenniser une équipe autour de toi, c'est la base. Et j'ai également eu la chance, en 99, de rencontrer mon épouse et qui a travaillé avec moi. Et ça aussi, on le voit bien quand on est dans les petits artisans, quand il y en a un qui est pas là, l'autre est là. Et c'est vrai d'avoir des gens, de savoir se staffer, ça peut être par le biais d'équipiers et dans la direction, mais ça peut être également par le biais de sociétés familiales. Et justement, on peut des fois avoir des très belles histoires de famille et que c'est agréable quand ça se passe bien. Bien sûr, c'est pas tout le temps, tous les jours, tu peux t'engueuler également, mais c'est une force pour des petites PME comme les nôtres d'avoir des soutiens à la fois dans des équipiers fidèles ou alors au sein de ta famille. En tout cas, merci beaucoup Steve d'être venu partager ton expérience d'entrepreneur et d'être venu nous présenter Memo Club, société dont on sent que tu lui transmets, que tu lui impulses toute la passion qui est la tienne à la fois dans l'entrepreneuriat mais aussi dans ce sujet qui est en fait de prendre une problématique et un besoin client et de retourner le problème dans tous les sens pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Si on a envie aujourd'hui de commander quelque chose chez Memo Club ou on a envie de soumettre une idée à Memo Club, qu'est-ce qu'on fait du coup? On t'appelle, on va sur le site internet, voilà. On passe au magasin, comment on fait? On a tous les cadeaux possibles, hein. Soit on m'appelle, soit de l'autre côté, Memo Club, vous le trouverez bien sûr sans aucun problème dans le 38. On a un site et de l'autre côté, moi j'adore l'humain. Pour moi, l'humain est indispensable. La rencontre, c'est magique l'humain. On a cette chance inouïe et combien de fois on est les pompiers de service de personnes qui se sont fait planter sur le net. Bien sûr que nous aussi on a de la vente en ligne, mais combien de fois on te dit on a commandé ça, c'est pas arrivé ou c'est pas ce qu'on attendait. Est-ce que vous pouvez nous sauver? Mais pourquoi tu commences pas par l'humain au lieu de commencer par la dématérialisation? Oui, pourquoi tu commences pas par l'humain au lieu de commencer par le prix aussi, probablement, mais oui. Et pourquoi tu doutes de quelqu'un qui est en place depuis très longtemps, que ça soit n'importe quelle société comme les nôtres? Commence par attaquer par des gens qui sont sur place et tu verras, tu vas jamais te tromper. Bon, en tout cas, vous avez bien compris que si vous avez envie de soumettre une problématique à Steve et ses équipes, la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'accueilleront favorablement. Plus c'est compliqué, plus il adore, et surtout qu'il faut venir parler à Steve, l'appeler au téléphone, parce que sinon il est pas content s'il reçoit une demande internet. En tout cas, ce qui est très sympa, c'est qu'on a eu un Grenoblois aujourd'hui et on l'a accueilli sur Radio Grand Lac pour un Grenoblois et pour une ville de Grenoble. C'est assez exceptionnel. On remercie encore Steve d'être venu nous voir, d'avoir fait le trajet entre Grenoble et Aix-les-Bains et d'être venu partager sa passion et son métier de chef d'entreprise. Restez sur Radio Grand Lac puisqu'à 13h, c'est-à-dire dans quelques minutes, vous aurez La Nature et vous avec Sandrine qui est dans le sas de décompression et qui attend pour sauter et venir dans l'arène. Et puis évidemment, à 18h15, vous retrouverez le grand bain de l'éco où vous aurez l'occasion de continuer sur la thématique de l'économie. Merci pour votre accueil et puis encore une fois, le maxi de santé et de bonheur pour cette future année 2025. Allez, c'était Steve Daniel et Fabien Giraud en direct de Radio Grand Lac pour On passe à l'action. À très vite, au revoir. Radio Grand Lac.